Sommes-nous tous devenus égoïstes ? Pendant le mois d'août, InPower fait peau neuve et vous propose une enquête pour prendre le temps d'explorer un grand sujet de société. Dans le premier épisode, on a tenté de comprendre comment l'individualisme s'est imposé dans nos vies. Dans le second, on s'est penché sur l'un de ses effets les plus visibles, la solitude. Pour ce dernier épisode, on a cherché des perspectives un peu plus joyeuses et optimistes. Peut-on encore vivre les uns avec les autres ? Quel horizon pour un collectif solide et qui nous fait rêver ? Nous nous sommes interrogés sur notre capacité à créer du commun, à inventer de nouveaux liens, à rêver ensemble d'un futur désirable. Pour cela, on est allé à la rencontre de Jean Viard, sociologue, éditeur et l'un des rares intellectuels français à penser à la fois la ville, la campagne, la politique, la culture et le quotidien sans jamais les opposer. Avec lui, on parle de ce qui nous rassemble encore, du jardinage comme acte politique, des récits collectifs, du lien entre écologie et justice sociale, et de cette conviction que le moteur des sociétés, c'est pas la peur, c'est le désir. Bienvenue dans ce dernier épisode de la série « Sommes-nous tous devenus égoïstes ?» Moi, je suis sociologue, je suis un baba cool, j'ai installé en 68 à la campagne, j'habite toujours dans ma ferme, j'ai eu un tracteur, plan du vécu en communauté, j'ai travaillé avec Edgar Morin. Mes chemins de travaux, ça a toujours été d'observer ce que je vivais. Donc j'ai commencé à écrire sur la campagne, les résidences secondaires, le tourisme. Mes deux bases, c'était le monde rural qui se transforme et le tourisme, puisque je vivais à la campagne. Et puis petit à petit, je continue à écrire. J'ai écrit beaucoup sur la campagne, sur Marseille, je fais des portraits de Marseille, etc. Et petit à petit, je fais une réflexion politique sur la transformation des sociétés. Et du coup, je suis en permanence confronté à des expériences humaines différentes. Et à côté de ça, j'ai toujours été un chef d'entreprise. J'ai travaillé dans l'exploitation agricole, j'ai travaillé sur les chantiers. Donc si vous voulez, j'ai toujours eu 2 ou 3 métiers. Et puis j'ai fait de la politique. J'adore la politique. J'ai été élu. J'ai été vice-président de Marseille-Provence Métropole, j'ai transformé le Vieux-Port. Si vous voulez, moi j'aime bien transformer les choses de manière très concrète et les penser comme intellectuelles. Moi, quand j'ai commencé à parler de l'archipel dans les années 90, c'était en considérant que chacun d'entre nous avait un espace personnel, dans un espace-temps personnel, là où vous êtes né, là où vous allez en vacances, là où vivent vos parents, là où vous avez travaillé au fil de votre vie, vos amours successifs, etc. Et au fond, on en va vers l'unicité de nos archipels en réalité. Et ce qui constitue cette société de l'individu. Et la société de l'individu, pour moi, c'est un concept de liberté, un concept très positif. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on appartenait à une famille, on appartenait à un groupe social, on appartenait à un territoire, on appartenait à un métier, et c'était très difficile d'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la campagne, les femmes poussaient, les mamans poussaient leurs filles vers la ville, pour qu'elles échappent aux appartenances. C'est l'idée du propre, de la liberté, etc. On voit bien, notamment, prenez Bécassine en le disant comme un texte sociologique, c'est les mamans qui poussent la fille vers la ville pour que, elle s'échappe en réalité des appartenances. Et donc c'est pour ça que moi j'ai une vision très positive de l'individu. Je parle pas d'individualisme. Je dis c'est une société de l'individu qui a fait exploser le patriarcat, c'est-à-dire qu'on est d'abord un individu, avec un projet de vie, un projet sexuel, un projet culturel, etc. Puis après on est d'un genre, des pratiques qu'on veut, et puis d'ailleurs beaucoup plus discontinu qu'avant. Donc si vous voulez, alors qu'avant, on passait un contrat, ça s'appelait le mariage, qu'on essayait de garder, le but c'était de le réussir toute sa vie, quoi. À Paris, les mariages ça dure 5 ans, donc on n'est plus du tout dans la même époque. Et moi je trouve ça très positif. C'est-à-dire que si vous voulez, on peut choisir, on peut changer. Si vous voulez, c'est une société de liberté individuelle qu'on n'a jamais connue. Alors, il y a des conséquences, bien sûr. La liberté, c'est aussi, on vient d'acquérir des marches, etc. Donc, mais sur le fond, on n'a jamais été aussi libre. Et pour une raison très simple, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Jean Viard rappelle ici une chose essentielle. Notre société repose sur un acquis fondamental, souvent oublié, la liberté. Et cette liberté, c'est aussi ce qui rend la construction du lien plus complexe, parce qu'elle suppose qu'on le choisisse, qu'on l'invente, qu'on le désire. Elle nous sort aussi d'une distinction binaire entre avant et maintenant, pour la simple et bonne raison que nos existences ne sont plus du tout structurées de la même manière. On ne vit plus les mêmes rythmes, ni les mêmes lieux, ni les mêmes récits. D'où ce paradoxe. On n'a jamais été aussi libre, et pourtant se relier n'a jamais été aussi exigeant. Votre espérance de vie, elle est d'à peu près 750 000 heures. La durée légale du travail en France, revue Macron, c'est 72 000 heures. C'était 69 000, il a rajouté 2 années, ça fait 3 200 en plus. Bon. Donc tout le monde hurle. On est quand même, et c'est que à 10%. Bon, sous Napoléon, on trahit 70% de ce vieillir, donc quand même on peut voir les évolutions. Et on dort de 100 000 heures à peu près. On a fait 30 000 heures d'études à bac plus 3, pour donner une échelle. Il y en a qui n'ont pas bac plus 3, il y en a qui ont bac plus 6. Mais il faut avoir ça. Il y a un chiffre que j'aime bien, c'est le temps qu'on passait devant la télé. On passait en moyenne 100 000 heures devant la télé. Alors maintenant c'est un peu plus complexe avec les trucs. Écrans. Mais 100 000 heures, c'était exactement l'augmentation de l'espérance de vie depuis l'invention de la télévision.
le monde a tourné. Vous savez, dans l'histoire du monde, alors il y a un auteur, je vais vous citer, ça fait très chic, c'est Beat Stabolski. Il a écrit un petit texte qui s'appelle Les cigognes d'Aquilée. Et il dit, dans l'histoire de l'Occident, il y a eu 3 grandes ruptures. La première rupture, c'est la fin de la société esclavagiste et la domination de l'empereur Constantin sur Rome. C'est-à-dire les catholiques ont pris le pouvoir sur Rome à la place, donc on a supprimé l'esclavage. La deuxième, c'est évidemment la découverte de l'Amérique. Rome n'est plus au centre du monde. Le centre du monde se déplace. Bon. Et c'est après la Renaissance italienne, à cette période, énormément d'argent, etc. Bon. Et la troisième, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on vit une triple rupture anthropologique, la fin du rapport homme-femme construit sur des millénaires, lié aussi à des sociétés agricoles, à des sociétés de danger, à des sociétés de protection, où la question de protéger la femme, etc., la femme enceinte notamment, est évidemment le rôle du mari, etc. La société où, grâce à Dieu, la plupart des femmes peuvent sortir dans la rue et rentrer chez elles sans être attaquées, même si on en parle beaucoup. Et première rupture énorme. Et donc, la fin du masculin-féminin, sa transformation, sa liberté des genres. On peut même changer de genre. Et puis après, la deuxième transformation, c'est que l'homme qui fait l'histoire, c'est la nature. Et ça, si vous voulez, dans l'histoire humaine, on a toujours eu l'idée que c'était le politique ou le religieux qui faisait l'histoire. Il y avait des idéologies, on était pour ci, la droite, la gauche, dans notre période récente, etc. Mais aujourd'hui, c'est la vitesse du réchauffement climatique, de destruction des écosystèmes et tout. Personne ne les maîtrise. Et donc la question, c'est comment on entraîne l'ensemble de la société à ce combat, en sachant que le réchauffement qui est déjà là, c'est-à-dire en gros celui du XXIe siècle, c'est plié, on va arriver à 2 degrés, et c'est pas grave, et c'est pas grave du tout, parce que je vous signale quand même qu'à la COP 21, l'idée c'était de ne pas dépasser 2 degrés. Puis après, pour obtenir le vote des petites îles qui sont en train de se noyer, qui elles, à 1,5 degré, elles sont sous l'eau. Alors, on a dit 1,5 degré, pour qu'elles votent pour. Ça savait très bien que c'était pas possible, d'ailleurs. Je suis désolé pour elles, mais elles sont sous l'eau. Et donc, du coup, effectivement, 2 degrés, on peut y arriver. Mais on a plusieurs problèmes. C'est que c'est pas nous qui décidons de la vitesse. Alors, c'est quoi le politique si c'est pas lui qui décide de la transformation des sociétés? C'est quoi qui légitime les adhésions, les appartenances? Du coup, on a des politiques qui sont là défensives. Et donc, c'est beaucoup moins attractif. Et puis, la troisième rupture, je finis là-dessus, le rapport homme-femme, le rapport nature-société, 2 ruptures anthropologiques. Et la troisième, c'est l'IA. L'IA, si vous voulez, c'est un moment, une révolution industrielle dont on ne connaît pas les conséquences. On sait ouvrir la période, on sait que ça va transformer énormément de choses dans la façon de travailler, dans le rapport au savoir, à la communication, etc. Ça va produire des complotines, des catastrophes, on ne sait plus où est la vérité, on perd ça. En même temps, c'est extraordinaire, ça veut une vitesse pour savoir des choses, moi j'utilise tout le temps. Donc, si vous voulez, on est dans une innovation fantastique qui fait peur. Jean Viard nous rappelle que la liberté à elle seule ne suffit pas à faire société. On a besoin d'un cap, d'un imaginaire, d'un récit dans lequel on puisse se reconnaître collectivement. Mais aujourd'hui, ces grands récits se sont effondrés, ou en tout cas dispersés. Chacun vit sa propre histoire, dans ses propres bulles. Le combat écologique pour lutter contre le changement climatique semble être le grand combat évident du siècle. Qu'est-ce qu'il manque alors pour fédérer autour de ce combat qui semble nous menacer tous de façon commune? Les révolutions ne se font que quand le peuple est convaincu. Vous savez, les avant-gardes qui pensent qu'elles ont tout compris, elles ont peut-être compris quelque chose. Le rôle de lanceur d'alerte des écologistes est absolument incontestable. Vous voyez René Dumont, 1974, il était là avec son verre d'eau, il a dit « l'avenir de l'humanité est dans mon verre ». Bon, il a fait 1,5%. Donc si vous voulez, il y a un chemin et les écologistes ont joué un rôle énorme. Mais après, l'avant-garde ne doit pas croire que c'est elle qui change le monde. Ce qui change le monde, c'est l'adhésion populaire. Ou alors le fascisme, c'est-à-dire des régimes autoritaires. C'est une solution. En Chine, le régime autoritaire mène la bataille écologique très très vite, sans doute pas plus vite que nous, parce qu'ils ont d'autres inconvénients, mais à une vitesse phénoménale, notamment au niveau technologique. Et donc, si vous voulez, il y a différents modèles. Vous avez un double mouvement. Vous avez des élites métropolitaines dans l'ensemble des grandes démocraties, qui sont généralement éduquées, qui sont cultivées, qui voyagent, etc., qui sont sensibles, parce que plus on a fait d'études, plus on est sensible à la crise climatique. Y compris parce qu'on a plus confiance dans des chiffres, on sait des choses. Il y en a, ils sont plus sur la rumeur, et d'autres, ils sont plus sur l'information. On pourrait dire les choses comme ça. Vous avez une rupture dans le monde entre les métropoles et le reste du pays. Or, en nous, l'essentiel des Français habitent dans des maisons individuelles, en dehors de nos villes ou dans les villages. C'est à peu près 30-35% dans les métropoles, et le reste à l'extérieur. Et cette population qui est à l'extérieur, elle est généralement moins formée, elle a des métiers plus simples, elle gagne moins, elle se déplace moins. Et donc, elle est dans une logique un peu différente. La base du populisme, c'est le périurbain. Il faut dire les choses très simplement. Les cartes du monde entier sont les mêmes, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France. Le populisme, c'est des gens qui habitent en dehors des villes,
qui voient le changement arriver. Eux, ils venaient enfin d'accéder à la propriété privée individuelle. Ils avaient acheté une maison avec jardin, ils avaient mis un grillage, ils avaient mis un berger allemand derrière la porte, une sonnerie et tout, et d'un coup, ils étaient propriétaires, comme les bourgeois. Et puis on leur dit, non, mais attends, ton histoire, c'est pas bon, tu pollues trop, etc. Regardez le ministre qui a dit, il fume des cigarettes gitanes en conduisant des vieux diesels pourris. Un ministre de la République qui parle aux citoyens. Après, vous êtes étonnés qu'ils votent pour le populisme. Non, ils ont raison, ils disent, vous nous emmerdez, les bourgeois des villes. Donc je veux dire, il faut faire très attention. La crise des Gilets jaunes a démarré sur l'idée qu'on allait ralentir les voitures pour sortir des villes. Quand vous partez en week-end, un petit 80, ça va bien, mais quand vous le faites tous les jours, c'est pas la même chose. Donc à un moment, le pouvoir culturel des métropoles s'affronte avec les milieux populaires périurbains qui, eux, ont gagné l'achat d'une maison, la propriété, qui veulent la transmettre et qui se trouvent dans une situation compliquée parce que leur couple est devenu instable comme le nôtre. La propriété, ils n'ont pas fini de la rembourser et en plus, ils pensaient avoir un métier, on leur dit ils ont un travail. C'est pas pareil d'avoir un emploi. Alors oui, peut-être ils travaillent chez Amazon, ils portent des caisses et tout, mais c'est pas pareil que d'être plombier. Et le plombier, c'est une fierté. Le bourgeois, il dit j'ai une entreprise, et l'ouvrier, il dit je suis plombier. Mais chacun possède quelque chose. Mais s'il y en a un qui dit j'ai un travail, ben, c'est pas pareil, un travail, ça veut dire j'ai un revenu. Mais c'est comme si j'ai une partenaire, mais c'est pas une famille. Bon. Donc on est sur ça, la partie de la société qui supporte pas, qui pèse qui est minoritaire, et de l'autre côté une majorité de gens qui sont plus ou moins intégrés à la compréhension des changements, mais qui sont incapables de se parler, parce que pour l'instant, ils n'ont pas compris qu'ils viennent d'une histoire différente. Ils viennent de la gauche, de la droite, des écolos, des gaullistes et tout. Mais la montée du populisme planétaire fait que soit ce qui se passe, c'est que le populisme gagne, ce qui est le cas aux États-Unis, ce qui est le cas à plein d'endroits, mais quand il gagne, c'est les autres qui perdent. À ce stade, Jean Viard pose un constat assez clair. Quand les grands récits collectifs s'effondrent, quand la politique ne parle plus à la vie, ce sont les discours les plus radicaux ou les plus simplistes qui prennent la place. Les populismes prospèrent dans ce vide, ils récupèrent les émotions, ils donnent des réponses là où plus personne ne se posait de questions. Mais face à ce constat, si on veut réinventer du commun, il faut changer de moteur. Sortir de la peur, du devoir, de la contrainte et repartir du désir. Que ce soit du désir d'avenir, de beauté ou encore de lien. Parce qu'un projet de société qui nous attire, qui nous élève, qui nous engage, c'est la seule vraie alternative. Là-dessus, c'est ça qui est pas... C'est-à-dire les vieux combats de l'opposition droite-gauche, qui étaient les combats de la société du progrès. C'est-à-dire que le société du progrès est bâti sur la révolution industrielle, sur l'accumulation du capital, et donc sur un affrontement capital-travail pour la répartition des fruits du progrès. Mais pas pour arrêter le progrès. On était d'accord sur le progrès. Aujourd'hui, 90% des accords d'entreprise sont signés par tous les syndicats, y compris la CGT. Donc l'entreprise n'est plus un lieu d'affrontement. Il y a des affrontements ponctuels, comme dans une famille ou autre, mais fondamentalement, c'est un lieu, 70% des gens ont confiance dans les entreprises pour gagner la guerre climatique. Alors que 15 ou 20% ont confiance dans les politiques pour gagner la guerre climatique. Alors que, si vous voulez, c'est plus du tout les politiques qui tiennent les sociétés, ce sont les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est le lieu, quand on est dans une entreprise, même si on n'est pas d'accord sur tout, on sait d'abord qu'on a intérêt à ce qu'elle ne se casse pas la gueule pour continuer à avoir un travail, des amis, des copains, des amours. Moi, je rappelle toujours que 53% des gens ont une aventure sentimentale dans l'entreprise. L'entreprise, c'est pas uniquement du travail, c'est du lien social, de l'amour, du sexe, etc. Enfin, c'est la vie normale, quoi. Bon. On n'a pas d'indicateur sur l'amitié. On ne sait pas vous dire combien vous avez eu d'amis dans l'entreprise. Évidemment, les sondages ne s'intéressent qu'à la vie érotique. Après, en moyenne, par jour, on a 40 interactions avec un être humain. Toutes interactions compris. Vous que je rencontre, la dame que je croise dans l'ascenseur, mon chauffeur de taxi avec qui j'ai blagué, etc. Ou des copains que je vais voir, ou de l'amitié interne, ou de mes enfants, ma famille, etc. En moyenne, c'est 40 personnes, le lien, dans notre société aujourd'hui. Bon. Et donc la question, c'est comment ça fonctionne dans une société numérique. Parce que l'essentiel de mes liens sont numériques. 30% des gens travaillent, l'essentiel des biens culturels, on les a par là, les biens culturels, les jeunes, que là, une bonne partie des rapports sexuels se décrochent par le numérique, l'essentiel des commandes maintenant passe par le numérique, non seulement une pizza, mais vous savez, je crois 70% des gens qui hier, cette semaine, ont commandé quelque chose avec leur téléphone portable. Donc, on va vers une société de la livraison. C'est ça la société numérique. Je me fais livrer du travail, je me fais livrer de la culture, je me fais livrer du sexe, je me fais livrer des objets. Et cette société-là, elle entraîne tous ces systèmes de livraison, avec tous les débats qu'on a dans les entreprises, télétravail, pas télétravail, etc. Nouveaux problèmes d'égalité entre ceux qui l'ont et pas. Mais à côté de ça, j'ai besoin de vrais gens, donc j'ai besoin de local. Donc je sors dans la rue, il y a le marché, il y a la mosquée, il y a l'église, la salle de sport. Bon, et là, je vois des vrais gens.
Je parle à des gens, je blague, et donc on va se redévelopper, les commerces de bouche, le fromage, le pain, les légumes, la viande, alors le discours vegan et tout, enfin c'est 2% des consommateurs. Et donc si vous voulez, et là, parce que là j'ai besoin de parler à des vrais gens, c'est le complément, au fond. On va plus à la poste parce qu'on n'envoie plus de lettres, on envoie un mail. Donc avant on se draguait à la poste, c'est un lieu de drague efficace la poste. Donc si vous voulez, on est sur toutes ces transformations et donc local et livraison, société du double proche et il faut le penser comme tel. Mais l'essentiel de mes liens sont numériques, y compris intrafamiliaux. On s'appelle dans les familles, on monte le bulletin papy sur l'internet, etc. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous voulez, et c'est pas triste, il n'y a pas moins de liens qu'avant. Vous savez, les veillées à la campagne, on écossait les marrons, on parlait d'histoire de cul des voisins, faut pas rêver, on parlait pas de la philosophie, on lisait pas la Bible, ni Karl Marx. Hein. Donc je veux dire, il faut faire très attention à l'imaginaire qu'on a. On n'avait pas le droit de changer de lien, on n'avait pas le droit de changer de réseau, on était dans son village, dans son quartier, dans son milieu ouvrier. Alors, le problème c'est qu'on était pauvres mais ensemble. C'était ça la grande différence. Une manifestation ouvrière, vous avez 1 million de personnes, vous êtes peut-être pauvres, mais vous êtes forts. Donc vous avez un équilibre. Et nous, on n'a plus ça de la même manière. Mais en réalité, on a beaucoup plus de liens qu'avant, la plupart des cas. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la solitude qui monte, etc. C'est-à-dire à la partie, chaque société produit son échec. Donc il faut évidemment suivre l'échec. Mais pas croire que l'échec, c'est tout. En France, on rajoute tout le temps. Donc il faut arrêter de financer ce qui n'est plus un échec. Je veux dire, les échecs d'hier ne sont plus les échecs d'aujourd'hui. Le fait de changer de partenaire, que 63% sont en mariage, qu'on aille voter que si ça nous intéresse, pour moi, c'est pas des échecs, c'est des symboles de liberté. Ce que Jean Viard nous propose ici, c'est de sortir d'une vision technocratique ou culpabilisante de la transition. Il nous invite à regarder ce qui, dans notre quotidien, peut devenir le terreau d'un futur désirable à bâtir ensemble. Le jardin, le quartier, le lien à la terre, à la culture. Autant de gestes simples à la portée de tous, mais porteurs d'une vision politique au sens fort. Une façon d'habiter ensemble le monde. Et si c'est justement là que pouvait renaître le collectif, dans des modes de vie, dans des pratiques, dans ce qu'on fait, bien plus que dans de simples postures théoriques. L'écologie, c'est une idéologie. Mais la plupart des Français, ils ont repris un rapport charnel avec la nature, avec l'animal, avec le pousser. Vous savez, le faire pousser. Moi, je dis, il y a une France du faire pousser. Si vous mettez les 63% de jardiniers, les 3 millions de familles qui sont dans les résidences secondaires et les 500 000 paysans, le cœur du lien, il est là. Donc ce sont des acteurs de la nature à protéger et qui l'entendent comme ça. Moi, je dis souvent aux élus, quand je les rencontre, qu'est-ce que tu penses de la taille des tomates? Quoi, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, mais en ce moment, c'est ça dont on discute. C'est comment je taille mes tomates. Donc, si vous aimez ça, vous n'en entendrez jamais parler. Vous voyez, l'autre jour, j'ai rencontré le directeur d'un grand journal. Je dis, mais t'as pas de rubrique jardinage? Mais pourquoi tu veux regarder? Parce qu'à Paris, t'as peut-être pas de jardin, mais enfin, nous, en France, on a des jardins. Donc c'est important de savoir comment je fais pour que mes tomates soient pas malades. Ça a l'air idiot, mais bien sûr, si je mets un produit chimique, ça va tout de suite. Mais sinon, je fais comment? Il faut enlever les feuilles du bas, etc. Il faut pas que les feuilles touchent le sol. Enfin, bon, donc, si vous voulez, la société vit très loin du discours public, très très loin. Et du coup, alors, c'est compliqué, quoi, parce que les gens, ils ont construit une vie beaucoup plus écologique que la génération d'avant. Alors peut-être moins que la génération d'encore avant, puisque la génération d'encore avant a quitté les fermes pour aller vers la ville, parce qu'ils étaient pauvres. Ils étaient très pauvres. Et, si vous voulez, le monde agricole a toujours fait ce qu'on lui demandait. Sauf que là, ils sont pétrifiés en ce moment parce qu'ils ne savent plus ce qu'on leur demande. Le rapport à la nature, il se développe dans la pratique de la vie des gens, le sentiment. Vous savez, le temps. Le temps dans un jardin, ça se mesure. Quand vous avez planté un arbre, vous étiez jeune, vous êtes amoureux, vous achetez un truc et tout, vous plantez un arbre. 40 ans après, vous vous asseyez sous votre arbre. C'est le temps que vous avez transmuté. Vous êtes vieux, mais l'arbre, il est en pleine force. Il est jeune. Donc l'agriculture, c'est un métier où on passe la force. Et le temps qu'on use, nous, à vivre vers la mort, on le transmute dans les arbres, dans les végétaux, etc. Et donc les gens l'apprennent, ça. Et ils ont une force à partir de ça. Et la question, c'est comment on articule le discours écologique et le jardin, notamment, en disant aux gens qui ont des jardins, mais vous êtes à l'avant-garde de la bataille écologique. Le grand problème en ce moment, c'est de faire rentrer la guerre écologique dans l'espace-temps des gens. Si vous me dites en 2100 il se passera ça, ça peut m'intéresser d'un point de vue abstrait, mais bon, vous voyez, quand même, je serai un peu âgé. Tous les nouveaux modes d'organisation, il faut en faire des éléments de la bataille écologique. Mais il faut donner des outils aux gens, des combats qu'ils peuvent mener. 10 ans, je peux me motiver. 100 ans, je peux pas. Et de même, c'est quand les communes, c'est pareil. Vous avez des communes fantastiques qui se posent la même question. Comment je diminue l'impact CO2 de la commune? Mais en prenant tout, on s'en fout que ce soit privé, public, ça n'a pas d'importance.
Et on se dit, voilà, on va faire ça. C'est sûr que changer l'usine qui pollue la grande cheminée va être très cher. On va pas commencer par ça. Commencer par le bio à l'école, par les voitures électriques à la mairie, etc., etc. Et petit à petit, et on va entre-temps monter les financements pour les énormes machins polluants, vous voyez. Mais il faut le donner à l'échelle, à l'espace-temps des individus. Ça peut être le quartier, ça peut être un commerce, que je prends l'exemple des grands centres commerciaux, ça peut être une commune, mais il faut qu'on ait là, et du coup vous reconstruisez du commun. Parce qu'on mène la bataille ensemble. Et tous les ans, le grand magasin dit, voilà, nous on a diminué l'impact de temps, etc. Il y a une fierté du client. Bon. Et c'est pareil dans un village, si vous voulez. Donc effectivement, il faut mener ces batailles-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des batailles internationales, les grands enjeux. Ils existent aussi. L'accord sur la mer qu'on vient de faire est magnifique. L'accord sur les fonds marins. On fait des accords internationaux absolument extraordinaires. On avance à une vitesse incroyable, si vous voulez. Alors, évidemment, on pourrait aller plus vite. Mais c'est pareil, la guerre de 14-18, on avait dit qu'on allait la gagner en 48 heures. On aurait dû... Bon, et évidemment, les gens sont partis en sifflotant. Ils sont restés 4 ans dans les tranchées, on en a tué 1,5 million. Donc c'était une demi-succès. Essayons que ça soit pas pareil. Mais il faut du temps. Après la grande pandémie. Pour la grande pandémie, c'est 5 milliards de personnes qui s'enferment chez elles et qui sauvent 30 millions de gens, d'après les études, simplement en s'enfermant chez elles. Bon, il y a eu à la fin 30 millions de morts, un peu plus, ce qui est rien, enfin, si je peux me permettre, une pandémie de 7 milliards de gens. Bon, la dernière pandémie, avec 3 milliards de gens, on en a perdu de 60 à 70 millions. Donc on va avoir un peu on a progressé, c'est ça le progrès. Bon. Et on est là-dessus. On est sur la même question, le même enjeu. Comment on mène cette bataille au niveau des individus, au niveau global. On n'est pas à 5 minutes non plus. C'est pas la peine de terroriser les gens. Il faut dire aux gens, mais ça va bien se passer. On va y arriver. On a gagné la grande pandémie. On a eu peur tous. Mais finalement, c'est un bon souvenir. Quand on regarde ce que ces 3 épisodes nous ont permis de faire émerger, une question revient avec force. Qu'est-ce qui nous donne envie aujourd'hui de faire société ? On a parlé d'individualisme, de solitude, d'écologie, de politique, de récit. Et à chaque fois, une même idée revient, la nécessité de recréer du lien. Pas par nostalgie, pas par devoir, mais par envie. Envie de partager des lieux, des gestes, des histoires, de construire quelque chose ensemble qui vaille la peine d'être transmis. Parce qu'un des grands enjeux, c'est quand même l'innovation, c'est la science, c'est la création. Est-ce que les milieux artistiques nous font rêver sur la société de demain ? Ou est-ce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer sur la perte de la société d'hier ? Il y a plein de films sur la pauvreté, l'exclusion, c'est bien. Mais c'est pas ça le moteur des sociétés. Le moteur des sociétés, c'est le désir de futur. C'est est-ce que je vais faire des enfants pour le monde de demain ? Il y a beaucoup de dames qui se disent pas sûr. Et on les comprend. Je dis plutôt les dames, mais les messieurs aussi en réalité. Enfin, c'est quand même les femmes qui décident, donc souvent. Donc on compte les bébés par femme et pas par père. Donc si vous voulez sur là-dessus, c'est bien là qu'on est sur ce type de chemin. Il faut recréer du désir de futur. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est une période d'innovation en peinture, en musique, etc. Et il faut le faire comme tel, en protégeant le fait que la culture se mondialise et grâce au voyage et à l'art. On voit des films de tous les pays, on écoute de la musique de partout, on est tous plus ou moins allés dans des pays étrangers. Il faut favoriser ça. Parce que bien sûr que ça pollue. Mais le but, c'est pas zéro pollution. Le but, c'est de polluer au niveau de ce que la nature peut supporter. Donc, je pense que notamment le voyage, notamment l'échange des biens culturels, l'information scientifique, la médecine sont des enjeux planétaires. Et que c'est avec eux qu'on avance. Il y a une espèce de normalité en ce moment, portée notamment par de l'extrémisme, qui au fond fait reculer les enjeux. Parce que ça donne aux gens le sentiment, en plus c'est travaillé par le complotisme et tout, soit qu'on ne va pas y arriver, soit qu'on ne fait rien. Or c'est faux. On va gagner la guerre climatique et on fait plein de choses. Est-ce qu'on pourrait faire plus ? Certainement. Mais comment on fait pour que les gens y adhèrent ? Donc si vous voulez, là-dessus, on voit bien comment on a séparé le social et la bataille écologique. Or c'est pas possible. Il faut donner un sentiment de justice et il faut donner un sentiment d'amélioration de la vie des générations suivantes. Ils vivront mieux que nous. Ils vivront mieux que nous. Ils auront un peu plus chaud pendant 2 ou 3 générations. Et alors, on va toujours en vacances au bord de la mer. Hein. En général, on va rarement en vacances dans les régions du Nord. Bon, donc c'est pas dramatique. Il faut s'y adapter. Ça pose un problème de sécheresse, ça pose des problèmes d'équilibre nouveaux, bien entendu. C'est pas évident. Mais ce qui arrive demain, c'est ce qui est déjà fait. C'est le CO2 produit par nos ancêtres. Donc c'est pas la peine de pleurer. La question, c'est comment nous, on arrête de produire pour les générations, disons, du siècle suivant. Il faut avoir toutes ces représentations, c'est ce que dit François Gémen, enfin je veux dire là je suis tout à fait en raccord avec lui, et ne pas faire peur aux gens, leur donner le désir de découvrir, que leurs enfants connaissent cette société. Ça c'est le boulot des artistes, il faut qu'ils se bougent. Le fait qu'on a une discours, c'est aussi beaucoup parce que les élites sociales parisiennes qui tiennent les médias, elles aimeraient que ça change à toute vitesse.
mais sauf qu'ils ne connaissent pas le problème même, l'idée de comment développer ces dans le milieu populaire, etc. C'est pas en terrorisant les gens qu'on les fait changer. Ça, c'est faux. Je veux dire, en terrorisant les gens, on les rend méchants, on les referme sur eux-mêmes, et on les referme sur la France, les Blancs, les Français, les machins. Bon, on voit très bien ce qui se passe dans ce pays. Il y a quasiment plus l'arrivée d'étrangers. Il y a 120, 130 000 par an. Bon, plus de 67 millions, on les voit pas dans la rue. Hein. Ceux qu'on voit dans la rue, c'est des Français qui sont déjà là. Simplement, ils ont la même couleur que ceux qui arrivent. C'est pour ça qu'on croit qu'on est envahi. Donc, il faut faire attention sur tout ça. Ces discours sont dangereux. C'est aussi parce qu'on a des élites politiques qui ont été formées en dehors de ces questions. Quand ils étaient à l'ENA, tous nos GNS, ça n'existait pas. Il y a même, ils n'ont pas des formations de ces questions. Donc, il faut du temps. On a besoin de renouvellement de notre génération politique. Sur ça va prendre du temps. Pour petit à petit, pour qu'ils ça soit des questions complètement naturelles, si vous voulez. Alors qu'actuellement, ils sont pas idiots, ils connaissent les chiffres et tout, mais on voit bien quand il y a des arbitrages, très souvent ça disparaît. Bon. Donc oui, il faut aller plus vite, mais il faut aller plus vite en écoutant les demandes des milieux populaires et en considérant d'un côté qu'on a 40-45% des gens qui effectivement tournent autour de métiers, famille, propriété, comment on articule. C'est pour ça que je dis discours positif sur la propriété et le pavillon, on peut le faire. Discours positif sur les métiers, on peut le faire. Discours positif sur leur image de la famille, on peut pas le faire. Bon, on n'arrivera pas à ce que les filles et les garçons restent ensemble toute leur vie, c'est fini. Bon, je suis désolé, c'est comme ça. Donc là, on peut pas le faire, mais on peut faire les deux autres. Bon, trouvons des équilibres, si vous voulez. Mais donc, et respectons-les. Leurs discours sont respectables. Leur projet, ça a été la propriété familiale et la transmission. Et c'est respectable aussi, c'est ce que font ceux qui les critiquent. Ils ont hérité, on dit une société d'héritage, mais qui hérite? Les bobos des villes. Bon, donc ceux qui toute la journée sont là à dire non, l'héritage c'est pas bien, etc. Essayons simplement de se dire souvent qu'ils veulent vivre comme nous. Et moi j'ai beaucoup regardé, j'ai Baba Cool, tout ça, mais des gens très modestes qui arrêtaient pas même qui avaient des pratiques sociales délictueuses, tout ça, qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais vivre comme moi. Bah, évidemment, je veux dire, mon père était prof, j'ai fait des études universitaires, j'ai un bagage, après on en fait plus ou moins des choses différentes. Et comment il fait celui qui est arrivé, qui avait pas le bac, il a aussi envie, comme moi, d'avoir une voiture, 2 voitures, une maison, avec un chien et tout. Et donc, il faut plus respecter les désirs populaires. Ils sont beaux. C'est des désirs très beaux. Donc, vous voyez, là aussi, toute cette réflexion à avoir, dans des milieux qu'on connaît souvent mal, parce que c'est très facile de dire, ah mais moi je suis pour les étrangers, les banlieues et tout. Évidemment, quand tu habites au centre de Paris, ça pose pas de problème. Moi, j'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille, tout ça. Donc, si vous voulez, la richesse de la diversité, il faut qu'on la mette en route, il faut qu'on la développe. On ne fait pas le travail d'intégration qu'il faut. Juste un exemple, Marseille, 200 000 musulmans. Il y a une grande mosquée? Non. C'est normal qu'une ville où le quart de la population est musulmane n'ait pas un lieu symbolique, une place, un centre culturel, des symboles, non seulement qu'elle puisse pratiquer, mais qu'elle soit reconnue. Les catholiques ont une cathédrale, tout ça, c'est normal. Parti communiste, il a un siège, enfin encore que ça soit plus tellement d'actualité, mais donc je veux dire, si vous voulez, il faut donner aux gens qui arrivent une place légitime et respectable pour qu'ils se sentent intégrés à la communauté. Il faut sortir d'une vision conservatrice, d'un monde qui change. Quand un monde change, il faut accompagner le changement à la vitesse des mentalités des gens. C'est ce que, ce moment, on fait pas bien. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette enquête. Ce qu'on retiendra peut-être de cette conversation avec Jean Viard, c'est une conviction forte. Notre époque n'a pas tant besoin de peur que de désir. De futur, de collectif, d'objectifs réalistes et concevables pour un monde meilleur et habitable ensemble. À travers ces 3 épisodes, on a exploré une société traversée par des tensions profondes, un individualisme devenu modèle, des solitudes massives et une difficulté croissante à se retrouver et à vivre ensemble. Mais on a aussi entendu des pistes, des récits, des lieux où ça bouge, des envies de relier, de transmettre, de rêver autrement. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est peut-être pas « sommes-nous tous devenus égoïstes ?», c'est plutôt comment on se redonne envie d'être ensemble. Merci d'avoir suivi cette série estivale d'InPower. Et si vous avez aimé ces épisodes, vous pouvez les partager, en parler autour de vous ou nous écrire. À très vite.